Bonjour à tous et à toutes, je suis Victoria, coordinatrice du laboratoire de cyberjustice et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour la troisième et dernière conférence de notre cycle Innovation en droit, les jeunes chercheurs et les technologies immersives qu'a organisé le laboratoire de cyberjustice tout au long de ce printemps, donc en mars et avril. Comme vous le savez, le laboratoire de cyberjustice s'est engagé à soutenir la recherche interdisciplinaire, le développement scientifique et l'exploration critique des innovations technologiques qui transforment nos sociétés et plus particulièrement nos systèmes de justice. Donc ce cycle s'inscrit pleinement dans cette mission, soit offrir une tribune à des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs qui interrogent avec rigueur et audace les cadres juridiques à l'ère des technologies immersives. Nous avons eu le plaisir, il y a déjà de cela un mois, d'accueillir M. Sawadogo qui nous a entretenus au sujet de la nécessité d'un cadre juridique spécifique à la réalité virtuelle au Québec et en France. On a poursuivi avec Mme Josiane Barrette-Morin, il y a de cela 2 semaines, qui nous a exposé ses réflexions au sujet de la scénographie judiciaire à l'ère de la réalité augmentée. Et aujourd'hui, nous avons le grand honneur d'accueillir Zoé Schwint, candidate à la maîtrise en droit des affaires et auxiliaire au laboratoire de cyberjustice, qui nous présentera une conférence intitulée « Le droit des marques à l'heure du métaverse et de la réalité virtuelle ». Donc, Zoé détient une double licence en droit et langue étrangère appliquée de l'Université Savoie-Mont-Blanc en France, ainsi qu'une maîtrise en droit et technologie de l'Université d'Ottawa, et elle prévoit un doctorat sur la régulation des réalités virtuelles augmentées. Ses recherches portent notamment sur l'encadrement juridique des technologies immersives, en particulier dans le domaine de la propriété intellectuelle. Elle s'intéresse également aux enjeux soulevés par l'intelligence artificielle à travers son implication dans l'initiative interdisciplinaire des cercles de l'Université de Montréal et à travers la création du balado IA Débat. Lauréate en 2025 de la bourse d'excellence de la chaire L.R. Wilson, elle représente avec brio cette relève engagée, rigoureuse et tournée vers l'avenir que nous tenions tant à mettre de l'avant lors de ce cycle. Donc, sans plus attendre, veuillez accueillir Zoé. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Victoria, pour cette belle présentation. Et merci au laboratoire de cyberjustice de m'offrir la possibilité de présenter mes recherches. Alors, comme Victoria l'a mentionné, aujourd'hui, je vais vous présenter les recherches que j'ai menées dans le cadre de mon mémoire pour la maîtrise en droit et technologie que j'ai réalisé à l'Université d'Ottawa sous la direction du professeur Florian Martin-Marito et qui porte sur l'impact du développement du métaverse et de la réalité virtuelle sur le droit des marques. Alors, pour vous donner un peu de contexte, je vais me permettre de copier René Magritte et sa célèbre œuvre « La trahison des images ». Alors non, ceci n'est pas une pipe, ceci n'est pas non plus un sac à main, c'est un Birkin. Alors pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le Birkin, il s'agit du sac à main signature de la maison de couture de luxe Hermès, et c'est aujourd'hui un des modèles les plus iconiques et les plus chers de l'industrie de la maroquinerie. Et si je vous en parle aujourd'hui, eh bien, c'est parce qu'il n'a fait à lui tout seul l'objet d'au moins 5 marques protégées que j'ai pu compter. Et c'est ce sac qui a mis en lumière ces dernières années les enjeux de protection des marques de commerce dans les mondes virtuels ou métaverses. Notamment, c'est dans le cadre d'une affaire opposant l'artiste nord-américain Mason Rothschild à la maison Hermès. Que l'on a pu observer cela. Donc, Mason Rothschild avait été accusé par la maison de haute couture d'avoir contrefait son sac iconique en créant en fait une centaine de NFT. Donc, NFT, très rapidement, pour ceux qui ne sont pas familiers, ce sont des certificats numériques auxquels sont reliés des œuvres d'art ou d'autres éléments qu'il donc vendait en ligne à des prix similaires au sac réel et sous le nom de Meta Birkin, donc les fameux Meta Birkin. Et c'est en fait en entendant parler de cette affaire que j'ai commencé à m'intéresser aux droits des marques et à la régulation des activités dans les mondes virtuels. Et par mes premières recherches, eh bien, j'ai tiré certaines observations. Dans un premier temps, j'ai remarqué que, et ça c'est, je pense, aujourd'hui une surprise un petit peu pour personne, que
la réalité virtuelle et les mondes qui l'accompagnent sont une technologie qui se développe, et avec le développement technologique, eh bien, il y a tout un écosystème, un système socio-économique qui apparaît, et les activités commerciales eh bien, se démocratisent de plus en plus sur ces plateformes. Or, eh bien, cette démocratisation de l'activité commerciale, eh bien, elle peut bouleverser la protection des marques, notamment par le fait que eh bien, des titulaires de marques peuvent se retrouver ou peuvent voir leur marque être utilisée sur ces plateformes. Et par conséquent, il faut alors s'assurer que les régimes juridiques qui sont en place soient suffisamment efficaces pour eh bien, protéger les marques, même dans les mondes de réalité virtuelle. Toutefois, eh bien, le métaverse est encore une technologie émergente. On parle souvent du fait qu'il est encore dans sa phase naissante à l'heure actuelle. Et dès lors, eh bien, il est essentiel de commencer déjà à réfléchir sur la manière dont les marques vont être protégées, bien que, eh bien, parce qu'il est en phase émergente, nous ne sachions pas encore quelle forme finale il va avoir et quelle sera l'étendue des activités qui vont s'y dérouler. Ainsi, ces premières observations m'ont mené à ma problématique, qui est la suivante. Donc, quels sont les enjeux pour les marques de commerce dans le métaverse ? Et aujourd'hui, dans le cadre de ma présentation, je vais commencer par tenter de vous définir ce qu'est le métaverse, avant de vous présenter en fait mon étude juridique que j'ai menée avec deux aspects spécifiques du droit des marques, qui sont l'emploi d'une marque et la classification des biens et des services, et dont voilà, les impacts qu'ils connaissent par le développement du métaverse eh bien, ont constitué deux des différentes questions de recherche que j'ai traitées dans mon mémoire. L'idée, à travers ces différentes questions, eh bien, c'est d'observer si les législations existantes sont adaptées aux nouveaux défis qu'apporte le métaverse et eh bien, si ces législations offrent une protection suffisante. Et dans le cadre de mes recherches futures, je tiens à démontrer, ou en tout cas pas vraiment à démontrer, mais plutôt, puisque le constat, sans vouloir vous spoiler toute la présentation, le constat est que eh bien, ces législations, d'une certaine manière, sont insuffisantes. Et donc, dès lors, dans mes recherches futures, j'entends étudier les potentielles solutions que l'on peut avoir pour eh bien, combler ces carences. Au niveau du cadre, mes recherches se concentrent principalement en droit canadien et en droit européen, mais je parle également de manière ponctuelle du cadre juridique américain, du fait notamment que eh bien, beaucoup de décisions et beaucoup de réflexions sont menées aux États-Unis, notamment eh bien, dans le cadre de la jurisprudence principale qui a mené ma réflexion dans un premier temps. Je vais commencer avec ma première partie, donc une tentative de définition du métaverse. Une tentative parce que, eh bien, en fait, c'est avec une grande difficulté que j'ai pu obtenir une définition précise de ce que l'on appelle le métaverse. Alors, je vais commencer par une petite précision qui est que, au cours de la présentation, je parle principalement de métaverse, puisque c'est la manière dont je l'ai apporté dans mon mémoire. Mais je vais également intervertir régulièrement cette notion avec la notion de monde de réalité virtuelle ou de réalité virtuelle. Il faut savoir que la notion de métaverse est une dénomination principalement marketing, surtout utilisée eh bien, par le groupe Meta dans le cadre de développement de leur propre plateforme. Mais donc finalement, les enjeux par rapport au métaverse et à la réalité virtuelle sont extrêmement similaires et donc je vais les intervertir, mais que je parle finalement de la même chose. Donc, comme je le disais, une grande difficulté à définir le métaverse, on a une absence en fait de définition précise. La manière dont j'ai pu quand même essayer de le définir de manière peut-être un petit peu simpliste, mais qui permet quand même d'avoir une idée de ce que c'est que j'ai défini comme un réseau de mondes virtuels qui se présente comme une addition ou une alternative au monde physique. Alors le fait qu'on n'arrive pas à avoir de définition précise, en fait, repose sur le fait que eh bien, les différents chercheurs dans le domaine, en fait, n'arrivent pas à avoir un consensus sur la définition de celui-ci. Pour vous donner une idée, il y a donc cette étude que j'ai citée dans ma présentation, donc, qui s'appelle « A Metaverse Taxonomy, Components and
Application and Open Challenges, qui en fait est une étude dans laquelle les auteurs ont recensé de manière approfondie les différentes définitions qu'ils trouvaient à travers la doctrine sur le métaverse. Et les résultats sont assez impressionnants dans la mesure où, à travers leurs recherches, ce ne sont pas moins de 54 définitions différentes qu'ils ont trouvées du métaverse. Une telle variété dans ces définitions s'explique notamment par le fait que, comme je vous mentionnais précédemment, les mondes de réalité virtuelle sont encore en développement et on est encore dans cette phase naissante et que par conséquent, on a beaucoup de mal à avoir une idée de ce à quoi va ressembler la version finale du métaverse, même si une telle chose n'existe réellement. Et qu'en plus d'avoir du mal à voir ce à quoi va ressembler cette version finale, les technologies qui sont censées le composer, telles que l'informatique quantique ou les technologies d'interopérabilité, sont elles-mêmes encore en plein développement, ce qui accentue encore plus ce flou sur ce vers quoi on tend finalement, et ce qui fait que les chercheurs eux-mêmes peuvent avoir des interprétations très variées de ce qu'on aura finalement. Toutefois, il est ressorti de ces différentes études qu'il y a quand même des caractéristiques communes qui existent et qui permettent de se donner une idée de ce que l'on considère en fait comme le métaverse. Alors pour commencer, je vais vous faire un petit historique sur le métaverse et sur la notion de métaverse. Donc c'est une notion qui est principalement inspirée de la science-fiction. Dans un premier temps, de la littérature, puisque la première en fait, mention notable que l'on a d'une technologie similaire en fait, à ce que l'on considère aujourd'hui comme les mondes de réalité virtuelle se trouve dans le roman Simulacron 3 qui a été publié dans les années pas 1800, pardon, mais dans les années 1960. Et la première utilisation du terme métaverse, quant à elle, remonte au roman Snow Crash de Neal Stephenson qui est sorti en 1992. Donc c'est au cours de la deuxième moitié du XXe siècle qu'on voit en fait le développement dans la littérature, mais également au cinéma, de cette idée d'un monde virtuel alternatif à notre réalité, donc dans différents romans, dans différents films. Un qu'on peut noter qui a, selon moi, aussi démocratisé cette idée du métaverse, finalement, c'est le roman Ready Player One de Ernest Cline qui a été adapté en 2018 au cinéma par Steven Spielberg. Donc ça, c'est pour la partie plus littérature et cinématographie. En parallèle de cette évolution dans ce domaine-là, on a également un développement de technologies semblables dans le monde des jeux vidéo, notamment avec les Massive Online Role Player Games, qui sont en fait des plateformes de jeux vidéo dans lesquelles on peut avoir un nombre certain d'utilisateurs. Deux jeux en particulier sont à noter comme importants dans notre développement, à savoir dans un premier temps Second Life, ou Deuxième Vie en français, qui est sorti en 2001 et qui a la particularité, comme jeu vidéo, en tout cas dans ce jeu vidéo, de ne pas avoir un rôle précis, enfin un objectif précis, mais plutôt de mener une vie quotidienne un petit peu de la même manière qu'on l'amènerait finalement dans notre monde physique. Et le deuxième jeu qu'il est à mon sens important de mentionner, c'est Pokémon Go, que je pense un certain nombre d'entre vous connaissent bien, qui avait la particularité non seulement alors de démocratiser très fortement ce type de technologie, mais qui en même temps était calibré sur notre échelle spatio-temporelle, ce qui a fait que on se rapprochait de plus en plus de cette idée de monde virtuel, voire de métaverse tel qu'on l'imagine dans la science-fiction.
Autre élément important à noter, c'est bien la crise du Covid qui a démocratisé en fait l'utilisation de ces plateformes. Donc on a eu un transfert d'un certain nombre d'activités du monde physique vers en ligne, et à ce moment-là, on a vu de plus en plus de personnes sur les plateformes en fait réaliser des activités de la vie quotidienne. On a tous connu les cours en ligne par exemple, mais pour se donner un peu plus de grandeur, on a par exemple eu des concerts tels que celui de Lil Nas X qui s'est passé sur Roblox en 2022. Donc voilà, on a progressivement un switch des activités physiques qui se déplacent en ligne. Et en fait, tous ces développements-là ont fait que aujourd'hui, on a quand même des pensées assez contradictoires au sujet du métaverse. On a d'un côté des personnes, des chercheurs qui estiment que, oui, c'est le futur. On parle souvent du futur d'Internet, on parle souvent de notre futur, de notre avenir, en fait, de cette idée ça va devenir vraiment une technologie qui fait partie intégrante de notre vie. Et en parallèle, d'autres personnes qui estiment que ça restera jamais qu'une invention, une notion de science-fiction qui peut-être ne dépassera pas l'univers du jeu vidéo dans lequel les mondes virtuels sont principalement implantés actuellement. Toutefois, aujourd'hui, le fait est que les technologies de réalité virtuelle sont en cours de développement. On considère actuellement que l'on est dans la 3e vague du métaverse, qui est également connue aussi sous le nom de Web 3.0, qui en fait est cette version d'Internet qui se concentre davantage sur les objets connectés et la création des espaces immersifs. On retrouve aujourd'hui différentes plateformes de monde virtuel. On peut penser par exemple à Metaverse Horizon World, de Meta, qui, malgré son succès mitigé, a quand même le mérite d'exister, ou encore d'autres plateformes telles que Decentraland ou The Sandbox. Alors, comme je vous le disais, toutes ces plateformes que je viens de citer, mais également avec les différentes recherches qui ont été menées, on remarque que le métaverse, il dispose de 3 caractéristiques communes, en tout cas que j'ai pu relever à travers mes lectures. Dans un premier temps, et qui n'est pas des moindres, l'aspect immersif. Bien que l'aspect immersif soit principalement caractérisé par cette idée comme l'asset principal d'un casque de réalité virtuelle, en fait, on parle également d'aspect immersif, en fait, dès le moment où on accède à des mondes virtuels par le biais d'un ordinateur. En fait, l'aspect immersif se traduit par la notion de présence de l'utilisateur dans le monde virtuel, qui peut être caractérisé notamment par l'utilisation de jumeaux numériques, donc une reproduction d'environnement physique en ligne. C'est aussi caractérisé par la présence des avatars, le fait que l'utilisateur peut notamment évoluer dans le monde virtuel d'un point de vue interne. On a également une stimulation multisensorielle. Alors pour l'instant, principalement la vue et l'ouïe, mais l'idée se développe de plus en plus avec des technologies qui veulent pouvoir reproduire le toucher. Et on a également cette notion de présence, elle est aussi caractérisée par une adaptation à notre réalité spatio-temporelle. Donc ça, c'est pour l'aspect immersif. Dans un second temps, ce qui ressort principalement des études, c'est cette idée que, sur le métaverse, on va étendre toute une partie de nos activités quotidiennes. Il y a vraiment cette pensée selon laquelle, finalement, pour simplifier, un casque de réalité virtuelle et les plateformes qui sont dessus vont devenir une partie intégrante de notre journée, qu'on va y réaliser une partie de notre journée, voire la grande majorité de notre journée, qu'on va y réaliser la grande majorité de nos activités, notamment, on l'a vu comme, bien que aujourd'hui ce soit encore majoritairement associé à l'univers des jeux vidéo, on remarque que de plus en plus, les plateformes de réalité virtuelle sont utilisées à des fins éducatives, dans un cadre professionnel, ou même encore à des fins lucratives. Je peux par exemple vous citer des exemples très sérieux d'utilisation du métaverse avec la Metaverse Fashion Week, où on a des marques, différentes marques qui en fait ont organisé des défilés de mode tels que Gucci ou Tommy Hilfiger sur la plateforme, si je ne dis pas de bêtises, c'était sur The Sandbox, et où en fait les marques
organisaient des défilés et vendaient ensuite leur tenue de manière virtuelle. Mais on peut aussi, par exemple, parler du magasin Gucci qui a ouvert sa propre expérience immersive, donc contenant à la fois un magasin dans lequel les utilisateurs peuvent acheter les tenues sous forme de NFT, mais aussi qui a créé son propre musée. Enfin, ce qui ressort beaucoup aussi, c'est cette idée que le métaverse, finalement, ne sera pas une plateforme unique, mais plutôt un réseau de plateformes. Donc, ce sera comme un ensemble de plateformes différentes sur lesquelles les utilisateurs pourront voyager entre guillemets d'une plateforme à une autre. Donc, en fait, avec ces différentes caractéristiques, on voit que ça pose en fait les bases d'un système socio-économique qui pourra à terme intervenir dans notre économie réelle et qui commence déjà à intervenir dans notre économie réelle. Et il est à noter par ailleurs que, de manière générale, on tend en fait à vouloir faire tomber, avec la création du métaverse, on tend à vouloir faire tomber les barrières entre le monde virtuel et le monde physique. Donc on a le développement de ces activités lucratives, mais ça peut donc poser des risques pour les titulaires de marques, qui peuvent voir leur marque être utilisée sur ces plateformes sans même que les titulaires de ces marques y aient une présence. Et en fait, dans la mesure où le droit des marques, sa grande spécificité, c'est non seulement d'offrir une protection pour les titulaires de ces marques, mais également pour les consommateurs, il est important de s'assurer que les marques pourront être protégées de manière suffisamment importante sur les différentes plateformes des mondes virtuels, de sorte à la fois protéger les consommateurs et, par extension, on peut le dire, même si c'est un petit peu extrême, pouvoir tout simplement assurer le succès des plateformes de réalité virtuelle. Alors, je vais donc partir sur maintenant l'emploi des marques dans le métaverse. Donc, je vais commencer maintenant mes raisonnements un peu plus juridiques, on va dire. Je choisis de parler de l'impact du développement du métaverse sur l'emploi de marque parce que l'emploi de marque, en fait, c'est un élément essentiel en droit de marque, si ce n'est le plus important. Il permet à la fois d'attester de la protection d'une marque, soit par le processus d'enregistrement, mais parfois il peut constituer la base même de la protection dans le cas de ce qu'on appelle les marques d'usage. Mais il permet également d'attester de cas de contrefaçon ou de commercialisation trompeuse. Et dans des actions, en tout cas en contrefaçon ou en commercialisation trompeuse, soit de délimiter les limites du droit exclusif du titulaire de la marque, mais aussi de montrer que la personne contre qui l'action est menée a effectivement violé le droit de marque, par exemple. Son importance, elle s'illustre par sa présence elle s'illustre dans des traités anciens, on va dire ça comme ça. En tout cas, dans les premiers textes relatifs à la protection de la propriété industrielle, à savoir la Convention de Paris, dans laquelle on le retrouve au paragraphe 5... C'est à l'article 5, pardon, c'est ça. Et ou encore son importance, elle est également démontrée par un grand nombre de juridictions à ce sujet, notamment en droit canadien. On peut parler de l'arrêt Mattel, dans lequel notamment le juge Bini rappelle que le droit de marque, le droit à une marque de commerce repose essentiellement sur son emploi véritable. Alors pour m'expliquer les enjeux en matière de métaverse, je vais commencer par vous parler un petit peu du background théorique, des aspects théoriques en droit des marques. Oh, je crois qu'il y en a une qui a été zappée. Ouais, c'est ça. Donc comme je vous le disais, l'emploi d'une marque est essentiel en droit de marque parce que il est toujours à mettre en perspective en fait en fonction des critères, des fonctions que doit remplir une marque. Une marque, pour qu'elle soit protégée, elle doit remplir certaines fonctions, notamment la distinctivité par rapport à d'autres produits similaires et l'indication de l'origine du produit ou du service auquel la marque elle est associée. Et en fait, c'est par l'emploi effectif de la marque que l'on arrive à remplir ces fonctions.
En droit canadien, l'emploi est défini aux articles 2 et 4 de la loi sur les marques de commerce. Articles qui sont assez vagues, même si au final on retrouve à l'article 4 les différentes actions qui peuvent être menées pour démontrer un emploi de marque, qui peuvent être considérées comme un emploi de marque. C'est une notion qui est également définie en droit européen, notamment dans la directive européenne sur les marques et le règlement sur la marque de l'Union européenne, dans laquelle on retrouve des dispositions similaires. On peut par exemple noter le considérant 11 de la directive qui rappelle et encourage les États à maintenir une protection basée sur l'emploi de la marque. Et on retrouve, c'est ça, à travers différents articles, les obligations relatives à l'emploi d'une marque pour assurer une bonne protection pour les titulaires. Enfin, évidemment, étant donné que ces dispositions sont quand même relativement vagues tant en droit européen qu'en droit canadien, elles ont été interprétées et précisées par de nombreuses jurisprudences. Alors, pour considérer l'emploi d'une marque, il y a différentes caractéristiques qu'il doit revêtir pour assurer une protection de celle-ci. À commencer par l'association, c'est ça. À commencer par l'association à un bien ou un service. Donc l'idée, à travers cela, c'est de créer une certaine visibilité de la marque aux yeux du consommateur et par conséquent de remplir le critère de distinctivité par rapport à d'autres produits ou services auxquels d'autres marques sont associées. On retrouve ces notions-là à l'article 4, où en fait, à l'article 4 de la loi sur les marques de commerce, dans laquelle on parle de la manière dont une marque peut être associée à un produit ou un service. Donc à la fois à l'article 4, paragraphe 1, enfin alinéa 1, pour le cas des produits, ou pour lesquels la marque doit être apposée soit directement sur le produit, soit sur son emballage et visible à tout moment de son processus de vente, en fait, entre sa création et son obtention par le consommateur. Voilà, l'idée, en fait, à ce moment-là, c'est vraiment d'avoir un certain impact sur le consommateur et de lui permettre de voir que le produit est effectivement associé, de se dire tel produit, ok, il est associé à telle marque. C'est notamment ce qui est appuyé dans de nombreuses décisions, dont l'arrêt Syntex contre Apotex, dont l'idée est de vraiment rendre associable la marque au produit. Mais c'est aussi le cas pour les services, puisque ça c'est mentionné à l'article 4, alinéa 2 de la loi sur la marque de commerce, qui elle nous dit que par exemple, pour qu'une marque soit associée à un service, on entend que elle peut être apposée sur une publicité, sur les bâtiments où sont effectués le service, ou encore sur l'uniforme des personnes qui vont effectuer le service. Deuxième critère pour que l'emploi de marque puisse être, l'emploi puisse être considéré comme un emploi de marque au sens du droit et que la marque puisse être protégée, c'est qu'il faut que l'emploi soit efficace. Alors là, c'est un petit peu plus délicat puisqu'en droit canadien, on a assez peu de notions de cet emploi efficace, mais il n'en est pas moins qu'il existe. Pour le coup, on le retrouve surtout en droit européen. Alors comme je mentionnais, par exemple, le considérant 11 de la directive européenne que je mentionnais précédemment. Mais c'est une notion qu'on retrouve aussi beaucoup dans différents textes internationaux, comme les accords ADPIC à l'article 15. Alors, pour cette notion-là, on comprend en fait que l'emploi de la marque, il doit avoir un certain impact sur le consommateur pour, encore une fois, remplir en fait ses fonctions de distinction et d'indication de l'origine. Ça peut pas être un usage qui est accessoire ou purement symbolique. C'est notamment ce qui ressort en fait de la décision, donc c'est de la Cour européenne de justice, donc c'est Ansul BV contre Ajax Brand-Beweilung, dans laquelle en fait le juge rappelle que l'usage doit être conforme à la fonction essentielle de marque et doit informer le consommateur ou l'utilisateur final du produit de son origine et de son identité. Enfin, le dernier élément essentiel, c'est que l'emploi de la marque doit se réaliser dans le cadre d'activités commerciales. Ça, c'est rappelé, encore une fois, on retourne du côté canadien, c'est rappelé toujours à l'article 4 de la loi sur les marques de commerce qui nous indique que l'emploi de la marque doit se faire dans la pratique normale du commerce.
Et en fait, cela renvoie donc à toutes les étapes de vente et de commercialisation du bien ou du service auquel la marque est associée. En fait, à travers cette notion, il revient alors à démontrer un certain profit sur la vente du produit ou du service. Et d'ailleurs, c'est notamment ce qui est à démontrer dans les actions en contrefaçon. Donc voilà, c'est de montrer qu'en fait, la personne qui vend le produit ou le service qui est associé à la marque, en fait, en tire un certain bénéfice. C'est notamment ce qui est rappelé dans l'arrêt compagnie, dans l'arrêt Michelin et compagnie. Voilà, dont la référence précise est sur la slide, en fait, dans laquelle le juge rappelle cela, notamment en l'espèce en démontrant que l'utilisation d'une marque sur des flyers par un syndicat n'était pas considérée comme une violation du droit de marque, du droit sur la marque. Donc ça, ce sont les principales caractéristiques qui permettent de démontrer un emploi de la marque et donc d'attester de droits exclusifs sur celle-ci. Mais toutefois, il y a des questions qui se posent par rapport à l'usage en ligne. Parce que un des éléments principaux à savoir, c'est que le droit de marque est finalement quand même très territorial. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on enregistre ou lorsqu'on démontre un droit sur une marque, ça va toujours être en perspective par rapport à une juridiction en particulier. Par exemple, si l'on enregistre sa marque auprès du bureau, je crois que c'est le bureau canadien pour la propriété intellectuelle, eh bien alors notre marque ne sera protégée que sur le territoire canadien. Or, cela vient se mettre en tension finalement avec Internet qui se veut être un espace sans frontières. En tout cas, c'est les réflexions qu'il y a eu il y a une vingtaine d'années lorsque Internet est apparu. On s'est dit, mais comment peut-on protéger finalement les marques dans un espace qui n'a pas de frontières ? À cette question, en fait, la Cour canadienne est venue répondre à travers l'arrêt HomeAway, que je mentionne sur la slide. Donc, pour remettre un petit peu de contexte, en fait, dans cet arrêt, c'est la compagnie HomeAway qui est venue s'opposer à l'enregistrement par une autre compagnie de la marque Verbo, que elle utilisait sur sa plateforme de mise en relation de locataires et de locataires pour des locations temporaires de logements de vacances. Et à partir de ce moment-là, en fait, le juge a établi un certain critère qui était d'avoir un impact physique sur le territoire, un certain impact en tout cas sur les consommateurs de ce territoire, pour pouvoir être protégé sur le dit territoire. En l'occurrence, dans cet arrêt-là précisément, le juge a estimé que l'utilisation en fait, de la marque sur le site internet, mais aussi sur les contrats qui étaient signés entre les locataires et les locataires, constituait un emploi suffisant puisque elle était associée à un service qui est certes en ligne, mais qui bénéficie quand même à des consommateurs canadiens. Et que dès lors, puisque des consommateurs canadiens en tiraient un bénéfice, la marque pouvait être protégée sur le territoire, pouvait être protégée au Canada. Donc on a vraiment cet impact, cette idée de l'impact sur un territoire tout de même, malgré le fait que les activités se passent en ligne. Ce critère est quand même, on va dire, pas à nuancer, mais il faut quand même y apporter une certaine limite, c'est qu'il faut quand même démontrer d'autant plus que l'usage est effectif, c'est-à-dire que par exemple, on a l'arrêt procès contre Computer City Inc. qui nous rappelle, dans lequel le juge nous rappelle que, il faut vraiment que ce soit une utilisation active et non pas passive de la marque. Il ne faut pas simplement que la marque soit affichée comme ça sur un site internet, mais que les personnes qui visitent le site internet en tirent un certain bénéfice finalement. Donc ça, c'est pour les enjeux, c'est pour la question de la protection des marques en ligne. Mais on a tout de même des questions qui... la question a maintenant été étendue, en fait, finalement, au métaverse. Et on se demande, en fait, à la fois, est-ce que est-ce que l'emploi d'une marque dans le métaverse est suffisant pour conférer un droit exclusif sur cette marque ? Et par extension, en fait, est-ce que les droits qui existent sur une marque dans le monde physique peuvent être étendus au monde virtuel ?
Pour répondre à ces questions, en fait, l'arrêt Hermès contre Rothschild nous apporte certains indices, certaines pensées. On n'a pas encore de cadre clair à ce sujet, sinon bien, ma recherche n'aurait aucun sens, ma foi. Mais voilà, il nous apporte des réflexions intéressantes. Donc, pour vous rappeler les faits rapidement, donc, je disais tout à l'heure, l'artiste Mason Rothschild qui a créé toute une ligne de NFT, une centaine à peu près, reproduisant en fait le sac iconique de chez Hermès, le Birkin, qu'il vendait sous le nom de Meta Birkin et à des prix similaires au sac en ligne. Alors, il faut savoir que donc Hermès a commencé une action contre Mason Rothschild pour violation de son droit. C'était pour violation ou pour commercialisation? Enfin, pour violation de son droit de marque sur la marque Birkin et aussi le design du sac à main. Alors, action contre laquelle Mason Rothschild s'est dans un premier temps défendu en invoquant l'exception de Rogers. Donc, à savoir que, en fait, l'exception de Rogers, c'est dans le cas d'une action pour violation d'une marque. C'est une exception qui permet en fait de considérer que la marque, que l'emploi d'une marque ne constitue pas une violation des droits sur celle-ci, dans la mesure où en fait il s'agit d'une expression artistique qui est donc constitutionnellement protégée par le premier amendement de la Constitution américaine. Donc c'est une exception qui a été établie donc dans l'arrêt Rogers contre Grimaldi, je crois. Ouais, c'est ça. Dans l'arrêt Rogers contre Grimaldi. Et voilà, dans cette jurisprudence, on a notamment eu la création en fait, d'un test pour voir si cette exception était applicable ou pas. Pour cela, le demandeur doit démontrer que le contenu du défendeur ne dispose pas d'un intérêt artistique particulier et en fait crée explicitement de la confusion avec le consommateur, donc pour que cette exception ne s'applique pas. En l'espèce, c'est ce que Hermès a réussi à démontrer. Ils ont réussi à démontrer que l'intérêt artistique des Meta Birkin était quand même relativement limité et surtout qu'il y avait une grande confusion des consommateurs vis-à-vis des Meta Birkin qui en fait à cause de la forte publicité qui avait été faite par Mason Rothschild, laissait penser aux consommateurs qu'il s'agissait d'une collaboration entre l'artiste et la maison de couture, et aussi le fait que, mine de rien, l'artiste Mason Rothschild, finalement, a récolté une somme de près $1 million par la vente de ces sacs. Donc le juge a considéré que que l'artiste ne pouvait pas être excusé par l'exception de Rogers et que les Meta Birkin remplissaient bien une fonction d'origine et d'identification et d'indication de l'origine et créaient ainsi de la confusion et donc pouvaient être considérés comme une violation ou en tout cas un cas de commercialisation trompeuse. Alors, on peut en déduire donc dans cette affaire, même si c'est pas explicitement exprimé par les juges, on comprend qu'en fait, un emploi d'une marque dans les mondes virtuels peut constituer un emploi au sens du droit et peut éventuellement violer un droit d'une autre personne sur une marque, ou alors justement peut permettre une extension des droits que l'on peut avoir dans le monde physique, mais dans le monde virtuel. Pourquoi on peut faire une telle extension, une telle interprétation de cette jurisprudence, notamment par le fait que dans l'espèce, il s'agissait de NFT et qu'à l'heure actuelle, dans beaucoup de mondes virtuels, les assets numériques prennent la forme de NFT. On peut donc en déduire que oui, un emploi dans les mondes virtuels peut créer une expansion du droit de marque dans ceux-ci et que, en fait, dans tous les cas, les marques peuvent être protégées d'emplois non autorisés sur les plateformes virtuelles. Ça semble relativement bien marcher. On a pas mal de personnes qui sont finalement d'accord avec cette interprétation et avec cette idée que, en fait, finalement, les produits et services virtuels sont une représentation de leur équivalent physique dans beaucoup de cas. C'est notamment ce qu'a démontré, en fait, le bureau américain pour les marques de commerce et les brevets en 2021, où, en fait, il a
refusé d'enregistrer deux marques Prada et Gucci qui étaient en fait associées à des produits virtuels. Et voilà, il a refusé cet enregistrement en estimant que, parce que c'était simplement des équivalents de produits qui existaient dans le monde physique, il n'y avait pas de distinctivité. Et donc, voilà, il y avait déjà d'autres marques auxquelles était associé en fait un droit exclusif sur ces produits-là. Malgré cela, finalement, malgré cet éclaircissement grâce à l'arrêt Hermès contre Rothschild, on a quand même des limites et des enjeux qui persistent. Notamment, dans un premier temps, en fait, tout ce qui est relatif aux questions de territorialité. Alors, de la même manière qu'on avait ces réflexions il y a une vingtaine d'années, aujourd'hui, il y a toujours des réflexions quant à la mise en tension entre ce caractère très territorial du droit de marque et cet aspect non territorial du métaverse, et encore plus loin avec cette idée qu'on veut à terme que le métaverse en fait, vienne abolir les barrières entre le monde physique et le monde virtuel. En fait, ça induit que, pour l'heure, si une marque n'est pas enregistrée dans un grand nombre de pays, elle ne pourra bénéficier que d'une protection limitée dans les mondes virtuels. Ça induit que, finalement, pour qu'une marque puisse être protégée de manière optimale dans les mondes virtuels, il faudrait qu'elle soit enregistrée dans autant de pays que possible. Or, ce n'est pas toujours le cas. Pour les marques qui ont déjà une présence mondiale, telle que Hermès, par exemple, c'est moins compliqué. Par contre, pour des plus petits entrepreneurs, ça peut devenir particulièrement délicat. Et encore, malgré cela, même si une marque est enregistrée dans une majorité de pays, il faudra quand même ensuite démontrer des usages suffisamment efficaces, des emplois suffisamment efficaces en ligne, qui ont un impact sur un certain nombre de juridictions pour quand même bénéficier de leur protection. Et à ce moment-là, même malgré cela, on pourrait se dire que le critère de la décision HomeAway pourrait s'appliquer de la même manière qu'il s'appliquait pour les activités en ligne, mais c'est plus délicat. C'est plus délicat parce que non seulement déjà il y a quand même une certaine anonymisation par les avatars, alors certes que l'on peut toujours passer outre, notamment dans le cas de procédures judiciaires, même si ça peut rester compliqué, mais surtout parce que, pour l'heure, mesurer l'impact réel d'une marque sur un produit ou un service virtuel, mais sur le consommateur dans le monde physique, pour l'heure, c'est encore compliqué. Notamment par le fait que, aujourd'hui, les mondes de réalité virtuelle, comme je le disais, sont encore majoritairement utilisés dans l'univers des jeux vidéo, et que même de manière plus générale, en fait, il est difficile de voir l'impact réel sur le consommateur. On n'a pas d'impact, ou difficilement on peut voir les impacts physiques, en fait, pour un consommateur et sur un territoire. On part du principe beaucoup que, en fait, pour l'heure, justement parce qu'on est encore beaucoup dans l'univers des jeux vidéo, à part peut-être une certaine satisfaction... à part une certaine satisfaction de l'utilisateur lorsque il gagne ou qu'il obtient des bénéfices dans son jeu vidéo, ou encore qu'il obtient des bénéfices pour son avatar en ligne, il n'y a pas vraiment... C'est difficile de mesurer objectivement l'impact d'une marque sur un territoire donné. Malgré cela, parce qu'on a un métaverse qui est en plein développement et surtout qui est encore émergent, tout ça, ça peut encore changer. Les problématiques que je viens de vous exposer pourraient être amenées à disparaître, mais d'un autre côté, on pourrait avoir de nouvelles problématiques dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants qui pourraient apparaître au fur et à mesure que ça se développe. Donc, pour la conclusion de cette première partie, oui, on peut avoir en fait un emploi de marque dans les mondes virtuels qui peut être protégé, où on peut avoir des droits qui peuvent être étendus, mais c'est plutôt au niveau de l'application, de la démonstration de ces emplois et de la protection effective des droits que ça peut être plus compliqué.
Maintenant, je vais passer à la dernière partie plutôt, et ma seconde problématique du jour qui porte davantage sur la classification des biens et des services virtuels. Alors, comme je vous le mentionnais précédemment, l'association de la marque à un produit ou un service, eh bien, elle est essentielle à sa protection. C'est ce qui lui permet d'acquérir, la protection, de déterminer en fait aussi l'étendue des droits exclusifs et dans une action en contrefaçon ou en commercialisation trompeuse, de démontrer cet emploi. Pour ce faire, et pour faciliter le traitement des demandes et également les affaires, beaucoup de régimes ont adopté une classification précise avec différentes catégories de biens et de services. Alors la question c'est, avec l'émergence du métaverse et de la réalité virtuelle, comment est-ce qu'on va classifier finalement les biens et les services virtuels ? Il y a pas mal de questions qui ont été posées, c'est ça, sur la manière dont on devrait les classer ici, les classifications actuelles telles qu'on les connaît sont suffisamment adaptées. Alors, pour vous donner une idée, donc la classification des biens et des services, pour un petit peu de théorie, c'est dans un premier temps un enjeu international. Il y a l'idée quand même d'un souci de l'harmonie au niveau international de la classification des biens et des services, et aussi de faciliter aux entreprises qui veulent étendre leur présence sur différents pays, voire en fait partout dans le monde, de pouvoir facilement protéger leur marque dans les différents pays. Pour ce faire, on a eu en fait la création de l'arrangement de Nice pour la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, ou classification de Nice, en 1957. Donc, c'est un outil qui a été créé par l'OMNI et qui en fait est un classement, une classification qui comporte 45 classes ou catégories pour les différents types de produits et services et qui en fait aujourd'hui est utilisée quasiment à l'échelle mondiale puisqu'elle offre elle offre en fait cette base aux pays signataires, donc vu que ça a été créé par l'OMPI, une majorité de pays quand même. Ça leur offre une base en fait qui peuvent suivre pour cette classification et en fait ça apporte de l'harmonie et ça facilite les démarches pour les entreprises entre les différents pays. Donc c'est ça, au fur et à mesure des années, c'est devenu donc un outil essentiel en droit qui est repris dans quasiment tous les régimes et aussi mentionné dans de nombreux traités internationaux. Alors en droit canadien, on le retrouve cette obligation de suivre la classification de Nice à l'article 30 alinéa 3 de la loi sur les marques de commerce, mais aussi dans le manuel des produits et services qui a été mis en place par c'est l'Office pour la propriété intellectuelle du Canada. Je me suis trompée tout à l'heure. Donc c'est ça, elle reflète quand même une importance certaine parce que en fait, cette classification des biens et des services, elle est essentielle pour l'enregistrement d'une marque, en fait, dans la mesure où les titulaires de la marque doivent préciser dans leur demande d'enregistrement, de manière suffisamment précise, à quel produit et service ils l'associent. Et c'est ça qui, en fait, va venir délimiter l'étendue de leurs droits exclusifs. De la même manière, c'est ce qui permet... Pardon, je me suis... C'est ce qui permet, en fait, dans les actions en contrefaçon et en commercialisation trompeuse, de démontrer, encore une fois, que oui, il y a eu contrefaçon ou oui, il s'agit d'une commercialisation trompeuse. Dans le cadre de la commercialisation trompeuse, ou passing off, avec cette classification, on va pouvoir permettre d'établir aussi la confusion. C'est ce que nous rappelle l'article 6, alinéa 5 de la loi sur les marques de commerce, ou l'arrêt Mattel, où en fait l'idée c'est que, pour déterminer la confusion du consommateur, on doit, entre le produit d'origine et le produit qui est prétendu vouloir tromper les consommateurs, c'est vraiment comme... On tient également compte en fait, du type de produit dont il s'agit. Ça a été appuyé par l'arrêt Mattel, donc, avec lequel on s'est rendu compte que finalement c'était possible qu'on ait deux marques similaires, très similaires, qui puissent
peut-être utilisée sans que la seconde ne viole de quelque manière que ce soit les droits de la première, du fait que, tout simplement, ils sont associés à des produits ou des services complètement différents. En l'espèce, dans l'arrêt Mattel, c'était relatif à la marque Barbie, que vous connaissez sans doute pour les jouets et les poupées et tout ce qui s'ensuit, qui est en fait la compagnie, donc Mattel, qui détient les droits sur une gamme assez étendue de produits et de services Barbie, sous la marque Barbie, en fait, estimait que le restaurant... la chaîne de restaurants qui se trouve à Montréal et dans les environs, qui s'appelle Barbie's Restaurants, si je ne dis pas de bêtises, c'était quelque chose comme ça, qui est un restaurant de barbecue. Et la compagnie Mattel voulait estimer qu'il s'agissait d'un cas de commercialisation trompeuse, et les juges ont bien répondu que non, il ne s'agissait pas d'un cas de commercialisation trompeuse, que même d'autant plus, même si la marque Barbie était extrêmement connue aujourd'hui mondialement et réputée être associée à des produits, des jouets, etc. Là, les domaines étaient tellement différents entre des jouets, des poupées et un restaurant de barbecue que finalement, on ne pouvait pas estimer qu'il y avait réellement de confusion de la part des consommateurs qui allaient au restaurant de Barbie's, qu'ils n'allaient pas se retrouver ils n'avaient pas l'idée qu'ils allaient se retrouver réellement dans un univers complètement rose et avec le thème de la célèbre poupée. Par ailleurs, donc c'est ça, on a vraiment en fait cette idée qu'il faut interpréter la différence les différences dans la classification de manière assez large. D'ailleurs, la professeure Teresa Scassa nous parle souvent comme plutôt que de classification selon une classe commune de la classification de Nice. Pour déterminer la confusion, on va davantage se servir d'un domaine d'activité commun pour savoir si une marque a été contrefaite ou alors si elle est victime de commercialisation trompeuse. D'ailleurs, en parlant de contrefaçon, c'est à l'article 19 de la loi sur les marques de commerce que l'on retrouve cette idée que, en fait, les droits qui sont conférés à un titulaire, les droits exclusifs qui sont conférés par un titulaire par la protection de sa marque, sont en fait limités aux produits et aux services auxquels la marque est associée. Donc ça, c'est un petit peu pour le background théorique. Maintenant, les enjeux au niveau du métaverse, en fait, c'est ça. On a cette question qui se pose sur la manière dont on devrait classer les biens et les services que l'on retrouve sur les différentes plateformes, les différentes plateformes virtuelles. Parce qu'en fait, il y a un débat à ce niveau-là. Et on a deux options qui s'offrent à nous. On peut soit classer les biens et services virtuels en fonction de leur fonction par leur fonction, ou alors en fonction de leur aspect virtuel. Et ça, c'est la source de débat. Ça fait source de débat, donc je vais vous présenter chacune des deux hypothèses l'une après l'autre, en commençant par l'idée de classer les biens et services virtuels selon leur fonction. À savoir qu'en fait, ce débat sur la classification, bien évidemment, il a quand même un impact sur la protection. Donc l'idée de classer les biens et les services virtuels que l'on retrouve dans les mondes virtuels ou dans le métaverse, selon la fonction, selon la substance en fait de ceux-ci, ça revient en fait à les classer de la même manière qu'on le ferait dans le monde virtuel. Et en fait à vraiment prendre en considération, considérer que les biens et les services virtuels sont simplement des représentations de leur équivalent physique. À titre d'exemple, si on reprenait notre Birkin, le Birkin dans la classification de Nice, en tout cas, la marque est associée aux classifications, il y en a plusieurs, mais notamment la classification 18, qui comprend les sacs à main et autres accessoires. Ça reviendrait à dire que, par exemple, si Hermès venait à produire une version virtuelle de son sac à main, on le classerait également sous la classe 18. Cette position, c'est celle qui, pour l'instant, est majoritairement adoptée. C'est notamment la position de l'International Trademark Association, comme indiqué dans son rapport de 2023, mais c'est celle qui est également prise par le Bureau européen de la propriété intellectuelle.
et qui a été récemment confirmée par des juges européens également dans l'affaire Glashütte Original du tribunal de l'Union européenne, où en fait, voilà, cette question de la distinctivité, finalement, où en fait, les juges ont estimé que, eh bien, parce que un bien virtuel ou un service virtuel pouvait être une représentation de son équivalent physique, on n'avait pas une réelle distinctivité. De la marque physique, et dès lors, ça devait être classé. Enfin, non seulement ça devait être classé de la même manière que les biens ou services physiques, mais en plus de ça, eh bien, s'il existait déjà un droit sur les biens et services physiques, à partir de ce moment-là, cette protection s'étendait également sur les mondes virtuels. Donc l'idée, c'est ça, c'est que c'est une position c'est la position qui, en tout cas, qui pour l'heure est majoritairement adoptée et qui présente quand même un certain nombre d'avantages, puisque elle offre une certaine harmonie vis-à-vis de ce qu'on connaît déjà. Elle offre quand même une certaine clarté, et surtout, eh bien, elle permet en fait une association aux biens et aux services physiques et une extension, en fait, déjà pour un certain nombre de marques, de leurs droits dans les mondes virtuels. Donc, c'est une position qui présente quand même pas mal d'avantages. En parallèle, on a cette hypothèse de la classification selon la virtualité. À partir de ce moment-là, en fait, ça reviendrait à classer vraiment les biens et services virtuels simplement par le fait qu'ils sont produits en ligne. Alors pour cela, on a déjà comme un certain nombre de classes qui classifient ces éléments. Par exemple, on peut parler dans la classification de Nice, de la classification numéro 9, qui traite des assets numériques, des logiciels, des codes, ou encore les classes 35, 36, 41 et 42 pour différents types de services en ligne. Et donc, selon cette hypothèse, c'est ça, on vient vraiment se baser sur l'aspect et le fait que ça se produit en ligne, plutôt que sur la fonction de l'objet. Personnellement, je ne suis pas forcément d'avis que ce soit la bonne solution que de classer selon l'aspect virtuel, puisque ça apporte un certain manque de clarté et ça nécessite que un certain nombre de marques doivent étendre leur protection pour s'assurer doivent étendre leur protection pour s'assurer de disposer quand même de droits, ou en tout cas se protéger d'utilisation frauduleuse dans les mondes en ligne. Mais il y a quand même certains aspects... Ah oui, pardon. Et c'est aussi quand même un peu limitant, parce que ça veut dire que dans un certain sens, on ne reconnaît pas l'extension du droit de marque dans le métaverse, pardon. Mais en fait, il faut quand même noter que cette classification, elle peut présenter certains intérêts, notamment en fait du fait qu'elle peut prendre en considération certains aspects spécifiques du métaverse, parce que il y a deux éléments dans les mondes de réalité virtuelle qui font que ça pourrait être peut-être plus difficile de classer les biens et services virtuels exactement de la même manière qu'on les classerait dans le monde physique, à savoir que, bien, comme on peut avoir une imagination infinie dans les mondes de réalité virtuelle, on peut avoir notamment des objets dont la fonction n'est pas du tout similaire à celle de leurs équivalents physiques. Par exemple, je pense à un frigidaire, je me souviens de jeux vidéo auxquels je jouais quand j'étais petite, où en fait le frigidaire était une armoire pour classer les vêtements. On pourrait avoir ce genre d'idée. Mais il y a aussi quand même la particularité que, eh bien, notamment les biens, là ça touche un peu moins les services, mais les biens, il y a un certain nombre de biens qui dans la classification de Nice en fait sont catégorisés en fonction de la matière en laquelle ils sont faits. Par exemple, toujours dans la catégorie 18, avec les sacs à main, ça parle oui de sacs à main, mais ça parle aussi de manière plus générale de produits en cuir. Sauf que dans le monde virtuel, il y a cette question de comment est-ce qu'on perçoit le cuir, puisque finalement on a toujours, certes, cette image du sac à main, mais finalement, ces sacs à main, on n'a pas il y a vraiment des questions qui se posent au niveau de la perception des matières, et qu'à ce moment-là, une classification, par exemple, d'un bien virtuel via la classe 9 pourrait venir éventuellement combler certaines carences. En tout cas, voilà, c'est une position qui est plus mitigée, mais qui peut et qui
selon moi, ne serait pas la bonne, mais qui peut quand même avoir des avantages. En tout cas, ce qu'on me remarque de manière générale, outre cela, c'est qu'il est essentiel qu'on apporte de la clarté. Alors certes, le tribunal de l'Union européenne l'a fait récemment et on tend quand même, on voit vers une classification similaire à celle qu'on connaît pour le monde physique. Mais voilà, c'est essentiel qu'on ait de la clarté à ce niveau-là pour assurer une protection optimale des marques. Alors voilà, j'en viens maintenant à ma conclusion. Ce que j'ai retenu de mon étude, finalement, c'est qu'il n'y avait pas tant une carence dans les dispositions législatives en elles-mêmes, mais que c'est plutôt dans l'application des dispositions législatives où on va avoir besoin, en fait, d'apporter des précisions vis-à-vis de toutes les spécificités qu'on connaît dans le métaverse. Je pense notamment, voilà, au fait que comment on va pouvoir, explicitement s'assurer de la protection des marques effectivement s'assurer de la protection des marques dans le métaverse si l'on reconnaît l'extension, si on reconnaît une extension des droits des titulaires dans ces mondes virtuels. Comment on va pouvoir prouver réellement l'emploi d'une marque dans le cadre d'une action en contrefaçon ou en commercialisation trompeuse? Comment, concrètement, on va classer les biens et les produits virtuels de sorte à correctement délimiter les droits des titulaires sur leur marque dans les mondes virtuels? Tout ça sont des questions qui vont sincèrement nécessiter des précisions et que ce sont des questions sur lesquelles j'entends travailler dans mes futures recherches. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions.